Mes chers amis, cette semaine nous avons vécu un événement tragique. La perte du Gdol Hador, Rav Gershon Edelstein. Évidemment, beaucoup de Gdolim ont pris la parole et eux seuls peuvent bémettre comprendre la vraie perte qu'est la perte de ce Rav pour la génération, parce que quand on est au même niveau, on peut comprendre, voilà, le Rav Rosh Yeshivat Slobodka, et comprend que le Rosh Yeshivat Ponevezh est un grand homme. Nous, malheureusement, on n'est pas au niveau de comprendre toute la grandeur et toute la splendeur et toute la perfection que se trouvait chez ce Rav. Mais on peut essayer, à notre niveau, d'analyser. J'aimerais partager avec vous, non pas Rav Gershon Edelstein, mais mon Rav Gershon Edelstein, celui que j'ai côtoyé pendant près de 25 ans. J'ai étudié chez lui à la Yeshiva, je l'ai côtoyé quotidiennement. Et puis, j'ai continué à le côtoyer régulièrement. Et j'aimerais partager avec vous ce Rav Gershon intime que j'ai connu. Je ne pense pas être capable de donner une image parfaite et complète du Rav, mais de donner au moins quelque chose ce que j'ai vu. À vous de le vivre comme vous voulez, comme vous pensez. Le Rosh Yeshivat Slobodka, qui a pris la parole à l'enterrement du Rav, a ramené une Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué que quand Rébi est décédé, tous les hamoudim, tous les poteaux, toutes les poutres de la ville ont pleuré. Évidemment, c'est une image. Et le Rav a ramené un enseignement, une explication qui disait que on sait que le monde, il est supporté par trois choses, trois hamoudim, même fameux hamoudim, c'est poutres. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. La Torah, l'étude de la Torah, Avoda, la Tfila, et Gemilut Chasadim, ce que je définirais par les midot de vote. Le jour de Rébi, ces trois, tous les hamoudim ont pleuré, toutes les facettes de la Torah. La Torah en termes d'étude de Torah, la Torah en termes de service d'Hachem, la Avoda, la Tfila, et la Torah en termes de midot de vote, Gemilut Chasadim. Quand Rébi est décédé, cette perfection qui s'est pas rencontrée, mais qui s'est retrouvée, parce que Rébi avait travaillé sur toutes les facettes de sa personnalité, chez lui, ils ont tous pleuré, c'était le symbole de cette perfection, et tous les hamoudim ont pleuré, a dit le Rosh Yeshivat Slobodka. Aujourd'hui, Rav Gershon était devant nous, aujourd'hui, tous les hamoudim pleurent, parce que Rav Gershon, c'était la perfection dans Torah, dans Avoda et dans Gemilut Chasadim. J'aimerais commencer par ce qu'a dit le deuxième Rosh Yeshivat Ponevezh, Berel Povarsky. D'abord, de voir un homme de 100 ans qui pleure la perte de son ami, de son, entre guillemets, coéquipier et peut-être concurrent. Il pleure à chaudes larmes. Et c'est pas des larmes de crocodile, c'est des vraies larmes. Comment je vais faire sans toi, mon frère? Ils ont tous les deux près de 100 ans. C'est de voir, mettre le respect que les Gdolim avaient envers Rav Gershon. C'est quelque chose de sincère, c'est pas simplement bon, allez, on est dans le show, il y a un espède, il faut bien faire pleurer les gens. Non, quelque chose de sincère. Berel Povarsky a ramené une Gemara qui nous a tous choqués il y a quelques semaines, c'est la Gemara qui a ramené à la fin de Masechet Sota. Rébi, la Gemara nous dit que depuis quand Rébi est décédé, le fameux Rébi, eh bien, la Hanava n'existe plus, l'humilité n'existe plus. Et là, il y a Rav Yosef qui dit vous m'avez oublié. Il y a encore moi, je suis humble. Berel a posé la question au Brisk Rav, au Rav de Brisk. Mais Rav, comment est-ce qu'un homme peut dire qu'il est humble? Comment est-ce qu'il peut s'affirmer devant tous? Vous avez oublié mon humilité à moi, c'est pas possible. Un homme ne peut pas s'affirmer humble. Ou tu l'es et tu te tais, ou tu ne l'es pas et tu dis que tu l'es, mais tu peux pas t'affirmer humble et béhémet, avoir cette qualité. Et puis même dans l'affirmation, c'est grossier. C'est tout le contraire de l'humilité. Le Rav de Brisk a dit que c'est une bonne question. Mais il faut comprendre qu'est-ce que l'humilité pour comprendre comment est-ce que Rav Yosef avait la force de dire qu'il était humble. Berel n'a pas expliqué ce que c'est l'humilité. Enfin, il a très bien expliqué en vérité. Il a dit la Hanava, c'est Rav Gershon. La simplicité d'un grand homme. Voilà, l'exemple vivant qu'on a vu, c'était Rav Gershon. J'étais jeune Bacho, j'avais 17 ans, 18 ans. Je viens d'arriver à la Yeshiva. 1000 élèves, 1200 élèves. Dans mon shiur, il y avait 140 élèves. Tous les jours, j'allais parler avec le Rav. J'essayais en tous les cas, il y avait une longue queue, c'était fatigant, des fois il était fatigué lui aussi. Il avait quand même 80, un peu moins, 75. Et tous les jours, j'allais le voir, et avant que je parle avec lui du sujet, rappelle-moi comment tu t'appelles. Je sais que je te demande tous les jours comment tu t'appelles, mais rappelle-moi comment tu t'appelles.
Donc déjà, c'est un Rav qui avait déjà du kilométrage derrière. Je ne sais pas combien d'années avant, 50, 60 ans, il avait des élèves, donc c'est en milliers. Montrer de l'importance qui tu es. Je veux savoir comment tu t'appelles, c'est important. Mais tu comprends que, j'oublie, je ne suis pas si jeune, et puis j'en ai beaucoup, aujourd'hui encore. Donc, je veux savoir comment tu t'appelles, mais j'oublie. Et c'est pas ça, c'est qu'il me disait plus que ça. Je sais que tous les jours, je te demande, mal à saute, j'oublie. C'est-à-dire qu'avec toutes ses responsabilités générales, il s'intéresse au petit barreau français qui vient d'arriver à l'Yeshiva. Comment tu t'appelles? Au Hachem, après, il s'en est rappelé. Il m'avait dit une fois, oui, je me rappelle de ton nom, c'est moi qui t'avais fait le mifran pour entrer à l'Yeshiva. Je lui ai dit, mais moi, j'ai pas fait le mifran pour entrer à l'Yeshiva. Je suis rentré par piston. Il m'a dit, moi je suis rentré par piston, il était mort de rire. Bon, c'était une remarque d'un Français Tamim qui venait d'arriver en Israël, mais c'était la douceur de Rav Gershon. T'es important pour moi, comment tu t'appelles? Au final, comme je vous ai dit, au Hachem, il s'en est rappelé. Quand j'étais jeune Avrer, j'ai voulu un jour poser une question, mais je voulais pas poser une question au téléphone. Je voulais que son petit-fils, celui qui est à la maison, qui me dise, est-ce que je peux venir? Je peux venir, je vais pas déranger. J'appelle, et c'est Rav Gershon qui répond. Ah, moi, je suis pas bien, je raccroche. Je parle avant la période où on voit qui appelle. Mais il y avait quand même une technique. On fait un code, et il te rappelle. C'est ce qu'il a fait. Tkachart, vous avez appelé? Je lui ai dit oui, mais je voulais pas déranger le Shiva au téléphone. Il m'a dit, pourquoi je peux pas parler au téléphone? Kilou, Makara, quoi. C'est pas parce que je suis au Shiva de Polavitch que tu m'appelles comme si j'étais ton copain. Ben, c'est normal, tu m'appelles comme si j'étais ton copain. Oui, c'est normal. Mais, enfin, il y a entre toi et moi, il y a 50, 60 ans de différence, 60 ans et 80 ans de Torah. Enfin, il y a quand même un respect. Non, mais moi, Enfin, il n'y a pas de discussion, c'est la simplicité, c'est la nava qui s'exprime. Tu m'as appelé au téléphone, bah oui, viens, on parle au téléphone, t'as pas besoin de venir, non, pourquoi tu veux venir? Pourquoi tu veux venir? Viens, parle-moi maintenant comme ça au téléphone, pose-moi ta question au téléphone. C'est ce que son fils a dit. Veille de Kippour, il voulait venir chez son père pour avoir la bracha de son père, puis il reçoit un coup de fil. Son père lui dit, j'imagine que tu veux venir, ça me fait très plaisir quand tu viens, mais je sais que t'as une famille, c'est compliqué, veille de Kippour, on n'a pas le temps. Viens, je te fais la bracha au téléphone, pourquoi tu vas te déranger? Il a que ça à faire, veille de Kippour. Eh oui, il a que ça à faire, veille de Kippour. Rav Gershon, pendant des années, n'a jamais fait de Sichat Moussar à la Yeshiva. Jamais. Quand est-ce qu'il a fait les Sichat Moussar? C'est les dernières années. Pourquoi les dernières années? Parce que tous ces rabbanim qui étaient encore présents à la Yeshiva jusqu'à maintenant et qui, eux, faisaient les Sichat Moussar étaient décédés. Tant que ces rabbanim étaient présents, ils ne se sentaient pas capables de prendre la parole à un endroit où son Rav enseignait. Pas capable. Il y avait des réunions de rabbanim de la Yeshiva. Bon, il allait aux réunions, il disait mais c'est pas pour donner mon avis, c'est parce qu'ils m'ont dit de venir. Mais attends, mais tu sais comment les gens te regardent, tu sais comment ils te respectent? Non, pas du tout, ils m'ont demandé de venir, je viens, mais je vais pas intervenir. Je dois simplement être présent parce que le Rav m'a demandé de venir. Ça, c'est Rav Gershon, c'est un grand homme. Toute sa vie, il a emmagasiné du moussard qu'il étudiait tous les jours. Et il a préparé ses sirotes pendant toute sa vie, et puis à la fin de sa vie, dans les 15 dernières années, il a commencé à donner des sirot moussard. Mais avant ça, tant qu'il y a mon Rav qui est là, je ne vais pas donner des sirot moussard. Combien de fois je posais des questions à Rav Gershon? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Quelle est la bonne route? Quel est un conseil? Il me dit, c'est un vrai problème ça. Il faut poser une question à Adam Gadol. Il faut poser la question à un grand homme. J'ai dit, mais Rav, c'est ce que je suis en train de faire. Et il me faisait un signe de la main comme ça, genre, tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Mais c'était pas... allez, vas-y, dis-moi encore, je suis Adam Gadol. Ou c'était pas c'était naturel. C'est-à-dire, des fois, je me disais, pourquoi je lui posais la question? Pourquoi je lui pose la question? Mais c'était naturel, c'est-à-dire, je savais que c'était Rav Gershon. Mais il avait la force de me faire douter que j'aurais pas dû lui poser la question. Et c'est pas simplement ça. Il y a des sujets sur lesquels il ne s'exprimait pas. Ça va chez un tel, ça va chez... Mais eux-mêmes prennent conseil avec toi. Oui, mais quand même. Il est plus expérimenté, il a l'expérience, il est très bon, va chez lui. Il y avait un frère qui voulait acheter une maison en Israël. Vous savez que les maisons en Israël coûtent très cher. Alors il y a un système qui est mis en place, tirage au sort comme ça de maisons qui sont un peu moins chères. Je suis parti voir Rav Gershon. J'ai dit, faites-moi une bracha que je puisse, que ça soit moi qui sorte au tirage au sort, comme ça j'ai une maison un peu moins chère. Il a dit, le Rav, il dit, mais si toi tu gagnes, il y a un autre qui perd. Je peux pas faire une bracha qui est positive pour toi et négative pour un autre. Je vais te faire une bracha que tu achètes une maison sans aucun problème.
la partie oui, ça s'est passé, il a eu un aise, il a acheté une maison, on s'en fout. La réponse de Rav Gershon, c'est de l'or. Comment est-ce qu'il a pensé? Bon, ok, une bracha, ok, déjà, qui a dit que ma bracha va marcher? Non, je ne peux pas sortir de ma bouche quelque chose qui est positif pour toi et négatif pour un autre. Je suis pas capable. Rav Le'achine, il a dit, c'est causer un dégât aux autres. Je peux pas, je suis pas capable. C'est le naturel de Rav Gershon. Et dans chaque question qu'on lui posait, où il y avait deux positions qui se posaient, tu penses comme ça et l'autre pense comme ça, la réponse a été simple, il fallait quand même la poser, mais la réponse est simple, l'évateur, c'est pas grave. Laisse passer, l'évateur, toute sa vie, l'évateur. Tout ce qu'il devait faire, il a toujours été le premier à être l'évateur. Ça, c'est le côté très petite facette de l'humilité du Rav. Rendre service. Là, vous imaginez bien que Rav Gershon, il est jamais venu à 2h du matin pour changer un pneu de voiture. Mais par contre, il faisait des choses qui n'étaient pas moins compliquées que ça. Quand je devais faire entrer mon aîné dans une école à Bnei Brak, je voulais le faire entrer dans une école un peu élitiste, c'était très difficile de le faire entrer. Et j'ai demandé à Rav Gershon de m'aider. Il peut me refuser, il peut dire non, je peux pas, j'ai pas le temps. Enfin, c'est quelqu'un qui est occupé, avec plaisir. Où tu veux, tel endroit. Donne-moi le numéro de téléphone du directeur, donne-moi le numéro. Ok. Je lui donne tout ce qu'il faut, je vais le voir, je le saoule. Je suis vraiment, à chaque fois que je vais le voir, j'ai honte. Mais il me donne la ragacha, oui, je vais le faire, ça me fait plaisir. Et le directeur fait barrage pendant près de 6 mois. C'est-à-dire, je vais le faire entrer l'année prochaine. Je vous parle de le faire entrer quand il a 3 ans. 6 mois en avance, on fait les inscriptions. Pendant 6 mois, je deviens fou, il n'y a rien, il y a un mur devant moi. Rav Gershon lui demande, rien à cirer. Un groupe d'amis s'organise, quelques jours après la rentrée scolaire, d'aller voir le directeur tous en masse. Il y a pas, ça n'existe pas, tu l'acceptes pas. Il est tout à fait adopté. Ok, je me fais accepter. Enfin, mon fils se fait accepter. Je vais voir Rav Gershon. Je vais dire à Rav Gershon, merci beaucoup. Bon, il a quand même travaillé pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Avec un grand sourire. J'ai encore le visage de son sourire. Je sais pas s'il est rigolé ou si c'était simplement qu'il était content. Je sais pas, mais un sourire détendu. Mais c'est pas moi. Je me dis, mais si c'est le Rav, non, c'est pas moi. Rendre service, et en plus, je peux pas dire ne pas recevoir le merci, mais le Hémet, il est resté là. Ok, je t'ai rendu service, mais 3 ans plus tard, donc mon fils avait 3 ans à ce moment-là, 3 ans plus tard, il doit passer au CP. C'est un examen, etc. Pas accepté. Je vais voir Rav Gershon. Je dis pourquoi il n'est pas accepté. Parce que l'école dit qu'il ne sait pas suffisamment bien lire. Et c'est la vérité, je lui dis non, j'ai demandé au prof. Vous imaginez la galénette, c'est pas une galénette, c'est un rebeu, mais... Et il a dit qu'il sait parfaitement bien lire. Ah bon? Ok, donne-moi le numéro de téléphone du prof. Je donne le numéro de téléphone du prof. J'appelle le prof. Je lui dis, tu sais, Rav Gershon, il va t'appeler. Mais tu dis quoi? Mais c'est la honte, Rav Gershon. Le Rosh Hashanah, tu m'as appelé, c'est la honte. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a demandé ton numéro, je le donnais. Non, je vais aller le voir. En fin de compte, Rav Gershon l'a appelé. Bon, Rav Gershon, il l'a appelé. Le prof, il a dit, c'est très bien lire. Ça passera pas. Rav Gershon, il a dit qu'il doit rentrer, il est rentré. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a, Baruch Hashem, c'est parce qu'il manque des écoles. Comme il m'a dit Rav Gershon, quand j'ai tenu tête, il m'a dit, on dirait dans quelle école toi t'as appris? On dirait que t'étais dans une école. On faisait du collège au niveau Bnei Brak. Non! Je lui ai dit, mais moi je veux que mon fils il soit mieux que moi. Il m'a dit, t'en fais pas. Continue à faire ce que toi tu l'as faire, ton fils il sera mieux que toi, t'en fais pas. Donc, il n'était pas obligé de le faire. Mais j'ai demandé. C'était important pour moi. Il m'a rendu service, c'était important, alors c'est devenu aussi important pour lui. Quand j'étais à l'Yeshiva, on avait un ami, un Français, qui s'est marié. Et français, pas beaucoup de familles en France. Il s'est marié avec une Israélienne de Bnei Brak. Eux, c'était la famille, beaucoup de gens, etc. Et donc, on avait un petit sentiment comme ça, que la famille israélienne, se sentait un peu perdue. C'est qui ce Barou, inconnu? Nous, on est d'ici, lui, on ne sait pas d'où il vient, pas beaucoup de familles, etc. Donc, un groupe d'amis, on s'est organisé pour faire un Shiva Brachot chez moi à la maison. Début de mon mariage, j'habitais dans une maison, 3e étage officiellement c'était un 4e étage, je m'en rappelle. Quand j'oublie la tétine de mon fils là-haut que je dois remonter, je m'en rappelle. Je vais voir Rav Gershon, je dis écoute voilà, on va lui faire un Shiva Brachot, est-ce que Rav peut venir, ça nous ferait plaisir, c'est Mechabel le Khatan. Je vais venir. Alors Rav vient, il monte 4 étages, il a 80 ans, il monte 4 étages à pied. Mais je lui dis il y a 4 étages, je l'avertis. Il m'a dit je monterai doucement. Il monte, il reste, il s'assoit, il prend son temps. Il n'a pas que ça à faire. Il a des milliers d'élèves qui l'appellent, qui ont besoin de lui, il n'a pas que ça à faire. Oui, mais c'est important, le Khatan, il a besoin.
on va renforcer, on va donner du kavod au khatan, c'est chachouv, que la kala elle voit, que la famille de la kala elle voit, que c'est chachouv là. C'est important de donner du kavod, c'est important, c'est ve'aftal l'iracha kamocha, de respecter un khatan kala qui ont besoin justement de ce coup de pouce au début. Et Rav Gershon, il vient. Il vient, il s'assoit, il reste, il prend la parole. Kavod que Rav Gershon a pour les autres, alors que il n'y a pas de retour possible. On ne peut pas faire du kavod à un homme. Enfin, on peut toujours faire du kavod, mais c'est pour faire plaisir. Et il n'a pas que ça à faire. Tous les jours, je donne un shiur en Zoom. Tous les matins, 6h15 du matin, heure française, Daf Yomi. Pas vraiment Daf Yomi, on est quelques dizaines de dapim en avance. J'ai commencé ce shiur il y a 2 ans. J'avais très envie de le faire. Mais j'étais quand même sceptique. C'est une heure très difficile. Chez nous en Israël, c'est 7h15. Ça va déjà ma journée, Baruch Hashem, elle est pas vide, hein, elle pèse assez. Me rajouter un shiur, c'était peut-être pas la chose qu'il fallait faire. J'étais sceptique et pendant 1 mois, je me pose la question, je le fais, je le fais pas. Ma femme m'a dit, mais va voir Rav Gershon. Mais qu'est-ce qu'il va me dire, Rav Gershon? Est-ce qu'il a une carte bleue avec du temps? Il va me dire, tiens, prends un peu le temps. J'ai pas le temps. La question, c'est que j'ai pas le temps. Je le fais ou je le fais pas. Mais, comme nous dit Razal, celui qui prend conseil chez les Skenim, il est tranquille. Je fais la queue. J'attends chez Rav Gershon. C'était déjà quand Rav Gershon était la star, tout le monde allait le voir. Pas comme quand moi j'allais, je toquais à la maison, je rentrais. Tov, j'attends et je dis à un ami que j'entends là-bas, j'ai l'impression d'être un débile d'être là, mais bon, tu sais quoi, il m'a dit ça m'intéresse, dis-moi ce que le Rav t'a dit. Je rentre, j'explique à Rav Gershon. Donc je lui explique Zoom, je lui explique l'idée, je lui explique l'intérêt, je lui explique les problèmes, je lui dis que bon, par rapport aux enfants, c'est bon, ma femme elle gère, mais quand même. Il réfléchit et puis il me dit, regarde, t'as qu'à commencer sans t'engager de continuer. Tu fais 1 mois, 2 mois, puis tu vois comment ça marche. C'est un conseil débile, hein. C'est un conseil simple, j'aurais pu penser tout seul. Ça sert à Rav Gershon. Il vient, il vit mon problème, et puis comment est-ce qu'il peut trouver une solution? Il n'y a pas vraiment de solution. C'est un conseil tout simple. C'est un chesed. Prends son temps pour moi. Allez prendre conseil chez un avocat, comme il va vous prendre l'heure. Là, il m'a pris un conseil qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a shiur tous les matins, Daf Yomi. Tous les matins. Le lendemain de son décès, j'ai dit aux élèves du shiur, j'ai pas besoin de préciser que le shiur est le nishmato. Si ce shiur existe, c'est grâce à lui. C'est grâce à la grandeur et à la simplicité d'un homme qui a su donner un conseil simple quand il fallait au bon moment et qui a été capable de m'écouter. Les conseils de Rav Gershon en termes de chinuch. Ce fameux fils que j'ai rentré dans ce cheder élitiste voulait aller après l'école étudier, encore en dehors des matières qu'il étudiait à l'école, étudier toutes les Mishnayot en 1 an, tout le chasse Mishnayot. Ah, magnifique. Mais moi j'étais sceptique. Je me suis dit peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Je suis parti voir Rav Gershon. Il m'a dit surtout, tu le laisses pas aller. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit écoute, il étudie déjà toute la journée. Il fait du collège toute la journée, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il faut lui laisser, c'est un enfant. Il faut lui laisser la possibilité de courir, de se défouler. Il faut que tu lui laisses la possibilité. Je lui ai dit mais quand même, d'un autre côté, il y a le chasse Michel, il m'a dit écoute, si vraiment c'est le feu de la Torah qui l'anime, t'en fais pas, il va y aller. Il va pas t'écouter. Mais si c'est simplement, bon, c'est social, il y a un groupe qui y va, alors il y va avec lui. Bon, bah toi tu lui dis non, bah, il ira pas, c'est pas bon pour lui. C'est un gadol qui me dit ça. Je dis pas qu'il faut appliquer ça dans tous les enfants, surtout pas. C'est parce que c'est un gadol qui dit ça qu'on peut l'écouter. J'avais demandé une fois, j'ai dit combien est-ce que je dois étudier avec mes enfants à la maison? La vérité, c'est que ma question c'était par intérêt, parce qu'on est toute la journée en train de courir, on n'a pas le temps. Il m'a dit pas beaucoup. Il m'a dit il faut étudier comme ça un petit peu pour leur montrer que c'est important, mais pas trop, faut pas les saouler. Faut pas les saouler. T'étudies un peu avec lui, tu vois que ça va, qu'il suit, que tu vois qu'il est qu'il suit les cours, etc. C'est tout. Mais il faut surtout pas les saouler. Il y a quelques années, il y a une maman qui m'a contacté, et qui était en plein divorce mouvementé, on va dire. Et elle avait une question. Son ex-mari ne voulait pas que ses enfants aillent à l'Yeshiva. Mais elle voulait absolument qu'ils aillent à l'Yeshiva. Ils étaient en âge d'aller à l'Yeshiva Ktana, 14, 15, 16. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, dans ma première approche, je vois pas la question. C'est-à-dire, si tu demandes à Rav Gershon, bah, il va te dire Yeshiva. Si tu demandes à docteur, je sais pas quoi, il va te dire Bac, ça c'est sûr. On va chez Rav Gershon avec les enfants, le Bachurim, les Toukim. Et Rav Gershon dit non, faut pas se battre. Tu dis à la maman qu'elle les met dans l'école avec le bac, qu'après l'école, après les horaires d'école, qu'ils suivent un programme
ou dans le cadre de la yeshiva, si la yeshiva le permet, ou avec un avraire qui va étudier avec eux. Eh bien, il y a 2 semaines, cette maman m'a appelé pour faire entrer le 3e garçon à la yeshiva de Ponovitch. Parce que j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. J'aurais voulu aller raconter à Rabbi Gershon, voilà le résultat de ton conseil. Les 2 grands sont déjà dans les yeshivot. Et le 3e, il va rentrer dans la yeshiva Bezrat Hashem. Tout ça grâce à un conseil d'un Adam Gadol. Un homme qui comprend que tu veux inculquer la Torah, ok. Tu veux te battre pour inculquer la Torah, ne te bats pas, ça sert à rien. Encore une fois, c'est pas une halakha pour tout le monde. Si Rav Gershon le dit, c'est ça la halakha, mais sinon, qui est-ce qui est capable de donner ce genre de conseil? Tous les ans, il y a un organisme qui amenait toutes sortes de questions à Rav Gershon, et puis c'était en direct, comme ça on posait les questions et donnait les réponses. Alors une question qui a été posée par une maman, qui avait sa fille qui était en train de perdre un petit peu en termes de religion, elle voulait s'acheter des habits pas de sanoua, des jeans troués ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, maman religieuse, je dis, tu vas avec elle. Moi, ça, je vais avec elle. Moi, je vais lui acheter ces habits dégoûtants là. Bien sûr, c'est ton tafkid de mère. De la même manière que ton tafkid de mère, c'était qu'elle n'arrive pas là, mais bon, elle est mal à la saute. Elle est arrivée là. De ton tafkid, c'est de continuer à accompagner ta fille. T'es pas d'accord, mais les parents achètent des habits à leurs enfants. Un père qui demande à Rav Gershon, mon fils veut fumer pendant Shabbat. Et c'est triste, mais quelle est la question? Qu'est-ce que je dois faire? Rav Gershon dit, rien du tout. Et je ne vais pas le laisser fumer pendant Shabbat. Premièrement, tu ne pourras pas l'en empêcher. S'il veut fumer, il va fumer. Deuxièmement, ça ne sert à rien, parce que ça ne va rien créer une tension en plus. Ça ne sert à rien. Donc, il n'y a rien à faire. Encore une fois, ce n'est pas une halakha lemaasé pour tout le monde. Un gadol peut se permettre de dire ça. Mais l'approche chinuchit, l'approche dans l'éducation. Rav Gershon était toujours celui qui disait qu'il ne faut pas forcer, faire les choses en douceur, apprendre les choses en douceur, calmement. Pendant la période du Covid, même plusieurs fois, cette question lui a été posée. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui se lève très en retard? Même quand c'est en vacances, il se lève très en retard, la tfila, à 10h, qu'est-ce qu'on fait? Tu le réveilles une fois, à l'heure où il faut le réveiller, il ne s'est pas levé, c'est lui qui est responsable. Toi, t'es pas celui qui doit lui courir derrière pour lui dire faire. Tu dois lui apprendre ce qu'il faut faire, à lui de pratiquer. Tu vas pas être toute sa vie derrière lui en train de l'obliger à faire. S'il fait, tant mieux. S'il fait pas, tant pis. Tant pis pour lui surtout, bien sûr. Toi aussi, tu seras embêté. Mais tant pis pour lui surtout. Qu'est-ce que tu veux faire? Réveille-le une fois. Dis-lui. Il veut pas, tant pis pour lui. Un frère Misère a raconté une histoire incroyable. Qu'il a vu de ses propres yeux il y a peut-être 40 ans. M'a beaucoup touché cette histoire. C'est du Rav Gershon par définition. Il avait un ami, peut-être en CM1, CM2, à Bnei Brak. Et ce gosse avait acheté des cigarettes pour Purim. Et puis il en avait gardé quelques-unes, comme ça. Il restait un petit peu dans le paquet. Et un jour normal, un jour ouvrable, il décide de fumer des cigarettes. Alors évidemment, un enfant de 10 ans qui fume, c'est pas normal. Boa, l'école, le père, etc. Je me rappelle plus de tous les détails, mais ça a fait un bug. Le gosse monte chez lui à la maison, le père qui lui hurle dessus, tu rentres pas à la maison, le gosse qui pleure, qui descend en pleurant, et il va étudier dans le Beth Midrash en face de sa maison à Vatresed. Rav Kremizi, qui connaît cet enfant, il le voit en train de pleurer, il essaie de le voir, qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi, je vais aller étudier les Mishnayot. Il revient après quelques minutes, il voit que Rav Gershon, il ne savait pas que c'était Rav Gershon, donc une histoire d'il y a 40 ans, qui est à côté de l'enfant qui est en pleurs avec son livre de Mishnayot. Mais pourquoi tu pleures? Peut-être que je peux t'aider. Et Rav Gershon ne lâche pas le morceau. Jusqu'à que l'enfant dise, je pleure parce que j'ai fumé, mais voilà, c'est les cigarettes que de pourri, mais je sais pas ce qui m'a pris, et j'avais envie de faire un truc fou, j'ai fait un truc fou, ok, mais c'est pas grave. Alors Rav Gershon dit, où tu habites? Il dit, j'habite là. Viens, on va à la maison. Il monte chez eux à la maison. Il dit au père, pourquoi est-ce que tu as parlé comme ça à ton fils? Parce qu'il fume. C'est un mauvais garçon. Rav Gershon dit, écoute, moi, quand je vois un garçon qui vient de se faire gronder par son père et qui descend en pleurs à l'étudier les Mishnayot, je ne vois que du bien, je vois pas de mauvais. Mais comment il est capable de fumer? C'est vrai que c'est pas tout à fait normal, mais je pense que le problème, il est à la maison. Il y a quelque chose qui va pas à la maison, il a besoin de se défouler, il a fumé. Alors c'est très simple, lui dit Rav Gershon, ou tu le prends à la maison, c'est moi qui le prends à la maison. Déjà, la chipatiout. Tu vois un enfant dans la rue, ok, il pleure, les enfants pleurent. Ça arrive. Bon, tu lui as posé la question une fois, 2 fois, 10 fois, lâche le morceau. Et la compréhension et la vision de voir le côté positif. Tu vois un enfant de 10 ans qui fume, tu dis, mais il est pas normal celui-là.
Mais attends, tu vois l'autre côté aussi. Il pleure et pourtant, il va se réfugier non pas dans sa cigarette, mais dans quelque chose de positif. Être capable de voir tous les côtés. Je pense que c'est ce que Rav Gershon avait le plus. C'est-à-dire le sentiment que j'avais personnellement, que j'étais très apprécié par Rav Gershon. C'est en fait, à la LVA, je me suis retourné vers plein d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, moi, Rav Gershon, il m'adorait. » Je dis « Non, c'est moi qui l'adorais. Non, c'est moi qui l'adorais. » Cette capacité de voir le positif chez chacun. Je veux dire, c'est simple. J'en ai parlé, les jours qui sont passés de Rav Gershon. Et au fur et à mesure, je me suis dit, est-ce qu'il m'a fait une remarque une fois? Je suis peut-être un élève remarquable, mais je pense remarquable dans le sens où il faut faire de remarques. Il m'a jamais fait de remarque, jamais. Il a toujours dit, faut étudier du Moussar. Il a toujours dit, de manière générale, sans jamais te dire, tu as tort ou tu as raison. Ce qu'il faut faire, c'est ça, mais en regardant le côté positif. Jamais fait de remarque. L'enseignement de Rav Gershon en termes d'enseignant de Torah. Quand je suis rentré à la yeshiva, j'avais 17-18 ans. Et un jour, Rav Gershon m'a dit, demain on fait Chavruta. Ah, j'étais heureux, demain on fait Chavruta. Vous imaginez que les 24 heures qui se sont écoulées entre le moment où il m'a annoncé qu'on allait étudier ensemble et le moment où j'ai étudié effectivement avec lui, j'ai préparé le sujet comme il se doit pour arriver. Je vais montrer à Rav Gershon ce que je vaux. Top. J'arrive prêt à l'attaque. Et je pose mes questions. Rav Gershon me dit, je suis à la Tova. Alors, il me fait un petit compliment. Et après, il me dit, bon, mais tu sais, on va regarder. Il y avait un livre qui venait de sortir qui s'appelait le Sefer HaMafter. Sefer HaMafter, c'est le livre où il y a toutes les questions sur la Masechet Baba Kama. Il y avait toutes les questions des Rishonim, d'Acharonim. Il passe comme ça, il lit. Moi, je me dis, attends, je sais pas de Ponevic, mais il connaît tout ce qui est marqué là-bas. Il n'a pas besoin de lire. C'est sûr que si eux avaient une question, c'est Rav Gershon qui serait venu voir. Il n'a pas besoin de lire. Pourquoi il lit là-bas? Il regarde, il me dit, bon, écoute, c'est une bonne question, mais malheureusement, personne ne la pose, donc viens, on continue. Je me rappelle que je suis sorti de là-bas avec un sentiment de... J'étais déçu. Voilà, je pense que j'étais déçu. Je m'attendais quand même, le cheval de Ponovitch, où j'allais recevoir la Torah directement du Sinaï, quoi. C'est pareil. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi il m'a pas donné la vraie réponse? Pourquoi il m'a pas donné la bonne réponse? Et j'ai compris après des années que c'était ça la réponse. Parce que c'est ça, Rav Gershon. T'as posé des questions, la brioute. Eh bien, continue maintenant. T'as posé une question, si t'as une réponse, tant mieux, sinon avance. En Zman Choref, donc la période d'études qu'il y a entre Sukkot et Pessah, donc il y a à peu près 5 mois d'études, dans les shiurim normaux, dans les shiuot, on fait 4, 5, 6 dapim, 7 dapim, waouh, c'est beaucoup. Parce qu'on le fait en iyun, donc on va vraiment décortiquer chaque morceau. Rav Gershon, il en faisait 40. Pas tout le monde adhérait. Mais c'était ça le shita de Rav Gershon. Faut comprendre qu'il faut avancer, il faut connaître, il faut amasser. C'est pas toutes les questions que tu poses. Bon, c'était un vrai débat dans le monde des yeshivot. Mais Rav Gershon a pratiqué ce que Rav Shach disait tout le temps. Il faut étudier plus. Il faut étudier en qualité, il faut étudier en quantité aussi. Beaucoup de gens mettent en avant le côté, entre guillemets, j'aime pas ce mot, pragmatique de Rav Gershon. Le Rav qui est gentil, le Rav qui tous les ans recevait chez lui des délégations de l'armée israélienne, le Rav qui s'arrangeait avec le monde, on va dire, qui n'est pas encore religieux. Et c'est vrai, Rav Gershon avait cette approche de gentillesse et de douceur pour tous nos frères qui n'étaient pas encore proches de la Torah. Un jour ils le seront, ceux qui se battent contre la Torah, à la guerre comme à la guerre. Mais ceux qui ne connaissent pas, ou qui, par manque de savoir, ils ont une approche négative, il faut les rapprocher, il faut leur expliquer. C'est l'approche de Rav Gershon tout le temps. Mais c'est le même Rav qui a été capable de me dire, quand je lui ai posé la question avec un ami, il y avait un groupe de personnes qui voulaient monter un centre d'études francophone, où on pourrait valider toutes les tendances et toutes les couleurs qu'on connaît dans la religion aujourd'hui. Je parle de toutes les tendances sans rentrer dans les détails. Et Rav Gershon a dit 2 mots. Dat Acheret. C'est une autre religion. C'est-à-dire le Hémet, c'est le Hémet. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Je souris, je suis gentil, je suis midot. Le Hémet, c'est le Hémet. Et c'est ce Hémet qui fait qu'il va dire que les Chayalim qui sont tués au front, c'est comme ce qui est marqué dans la Gemara, que c'est Arugelud, ils vont se tuer pour tous les autres. Ils ont le droit à tout notre amour et à tout notre respect. C'est ce Rav Gershon qui va dire que celui qui est patriote en Israël, c'est celui qui a de la Havat Israël. Mais c'est ce même Rav Gershon qui va dire à un Bachor Yeshiva, toi t'as rien à faire en dehors, toi tu dois rester à la Yeshiva. Ne pas se tromper, ne pas croire
que Rav Gershon, c'est le gentil toutou et le Rav avec qui on peut s'arranger, on peut arrondir les angles, pas du tout. La même mida de Emet qu'il y avait chez Rav Gershon, dans les midot, dans l'humilité, dans le chesed, c'est la même mida de Emet qu'il y avait en termes de hashkafa. Le Emet, c'est l'Emet, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est pas parce qu'on a envie d'avoir et d'être amis et de rapprocher tous les juifs d'Israël à leur Torah qu'on va changer cette Torah. Il n'y a pas 99% de Emet. 99% de Emet, c'est 100% de chacun. C'est ça, Rav Gershon. Comprendre que chez la même personne vont cohabiter des midot qui peuvent paraître contradictoires, d'un côté aussi brutal et aussi agressif, d'un autre côté une douceur, une gentillesse et une envie et un amour pour chaque personne qui rentre chez lui. Et beaucoup de gens rentraient chez lui tous les jours, toute la journée. Le fait que ça peut cohabiter chez la même personne, c'est ce qui peut nous prouver que c'est la midat du Emet qui était le moteur de tout cela. Quand on a une personne qui réagit tout le temps de la même manière, ou qui a une approche qui se répète tout le temps, ok, il a un trait de caractère qu'il pratique. Mais quand on a une fois une réaction qui va caresser, et une fois une réaction qui va être brutale, et une fois une réaction qui va trouver un arrangement, c'est parce que le moteur de cette personne-là, il est le Emet. Le Emet, et encore une fois, le Emet. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien vous faire vivre ce qu'était Rav Gershon. Je ne sais pas. J'ai pris un risque en faisant ce SPED, culotté, parce que j'ai très peur de mal expliquer ce que c'était Rav Gershon. Mais j'aimerais dire ce qu'on avait dit après le décès de Raphaël Kanievski, c'est qu'on enlève Raphaël. Tout ce qu'on vous racontera sur Rav Gershon, c'est en fait un détail de sa vie. Sa vie, c'était l'étude de la Torah. C'était son moteur, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, l'étude du Moussar, l'étude de la Torah, l'étude du Moussar, c'est la même chose. Tout le reste, c'est des gens qui l'ont dérangé pendant son étude de Torah. C'est-à-dire qu'il y avait une personne, depuis qu'il était enfant, étude de Torah, a raconté son frère que quand il recevait toutes sortes de sucreries, il les donnait aux autres. Pourquoi tu ne les prends pas pour toi? Moi, j'ai déjà la Torah. La seule chose, le seul moteur, la seule chose qu'il avait face à lui, c'était la Torah. Et c'est pour cela que quand on rentrait chez Rav Gershon, on ressortait renforcé en Hirat Shamayim. Parce qu'on est venu voir une personne qui était en connexion directe avec Hachem 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu vas chez Rav Gershon, tu ressors, j'ai pris des forces. C'est comme quand on allait, et quand bientôt on repartira au Beth Amikdash, on reprenait des forces parce qu'on se rapprochait d'Hachem. Tu vas chez Rav Gershon, Shrina Shora Alav. C'est avec ça que Rav Dov doit terminer son espède. Shrina Shora Alav. La présence de Dieu était sur lui. Tienef Shotsura Betzorachem.